Bonjour à tous, donc avec l'année 1983 dans les territoires NWA, donc dans le catch nord-américain à l'époque, et on avait donc ce système de territoire que j'ai détaillé dans mes vidéos précédentes. J'ai déjà fait sur le même format 80, 81 et 82, donc une vidéo par année sur ces thèmes-là, plus une vidéo qui explique un peu ce que c'est que les territoires NWA un petit peu, et quelles images on a aujourd'hui, enfin comment regarder ça du point de vue d'aujourd'hui. Donc je vous renvoie vers ces vidéos-là que je vais mettre dans la description en dessous, comme ça vous avez le lien facilement. Et donc je continue de cette façon-là. Donc je vais d'abord parler un peu généralement, et puis ensuite je vais aller territoire par territoire, vous dire un peu ce qui s'est passé, surtout, parce que c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est pas juste de parler de faits historiques, de vous dire un peu comment j'ai vécu ça, moi, en regardant tout ça, puisque je me suis fait tout ça dans l'ordre chronologique, en allant d'un territoire à l'autre, il n'y a pas très longtemps. Et je continue d'ailleurs à regarder un petit peu ça, même si je le fais de façon un petit peu par période. Là, je suis rendu à la deuxième moitié de l'année 85. Donc, vous voyez, donc, je ne suis pas très loin de l'année 83, donc je vais vous parler de ça avec des souvenirs relativement frais de tout ça que je n'ai pas connu du tout à l'époque puisque je n'ai pas 40 ans, à noter. Bref, alors je commence en vous racontant un peu des choses générales, et la première chose générale qu'il faut saisir quand on parle de 83 à l'époque dans la lutte nord-américaine, c'est que c'est la première année où Vince McMahon Jr., donc le Vince McMahon que vous connaissez, le père de Shane et Stephanie, eh bien c'est la première année où il est en contrôle de la WWF toute l'année. Et c'est important parce que, du point de vue de tous les territoires, et pas juste WWF, parce que c'est les débuts de l'émancipation officieuse, parce qu'ils étaient déjà officiellement pas affiliés à la NWA. C'est l'émancipation de la WWF des territoires NWA, c'est le début de la guerre entre WWF donc, et le reste des promoteurs nord-américains à l'époque, qui va culminer dans les années 90 avec les fameuses Monday Night Wars et l'Attitude Era et tout ça, et qui va se finir en 2001 quand Vince McMahon va racheter la WCW. WCW reste des territoires NWA du sud-est qui vont finir par s'unifier, mais un peu tard, pour essayer de contrecarrer Vince McMahon. Mais ça commence ici. Vince McMahon a pris de toute façon la WWF, a racheté les parts de la WWF de son père en 82. Son père lui demandait de ne pas s'émanciper des territoires, de ne pas attaquer les autres promoteurs, il va finir par le faire, etc. Donc ça commence là. Mais ça commence gentiment. En 83, déjà son père, Vince McMahon, donc Vince McMahon Senior, est encore vivant, donc il a dû le faire un petit peu en demi-teinte. Mais on peut voir déjà les premières marques de ça, notamment dans les choix de business, de contrats télé, tout ça, et le changement un peu de produit vers quelque chose qui paraît un peu plus moderne, un peu moins, enfin en tout cas du point de vue de WWF, d'autres territoires étaient plus modernes. Avec justement, on va remplacer Bob Backlund, qui est peut-être un petit peu austère d'un point de vue entertainment, mais très bon in-ring, par en 83 Iron Sheik, puis Hulk Hogan dès le début de l'année 84. On sait que Iron Sheik est là pour faire la transition, par exemple. Donc, on voit déjà la marque Vince McMahon arriver, et j'en parlerai plus en détail quand je parlerai de la WWF spécifiquement. Mais cette émancipation-là des territoires NWA, de non-respect des territoires, va créer une réaction chez les autres promoteurs qui vont les amener à faire une super carte. La première super carte, donc la super carte, c'est un show, un gros show, mais organisé par plusieurs territoires NWA ensemble, que vous connaissez, c'est Starrcade, la nuit de Thanksgiving de l'année 83, donc en novembre, fin novembre 83. Thanksgiving, c'est le quatrième jeudi de novembre. Donc voilà, donc c'est le 24, je crois, un truc comme ça, 83, 24 novembre 83, un truc comme ça. Starrcade, première super carte de l'histoire du catch américain en tout cas, et peut-être même mondial, ça ne m'étonnerait pas. Et même si ça pouvait donner l'impression que les territoires étaient en bonne forme par rapport à WWF à ce moment-là, finalement, c'est plus une super carte de la Mid-Atlantique, avec Georgia un petit peu derrière, et puis quelques lutteurs d'autres territoires, que véritablement une vraie super carte, avec des matchs entre les champions de plusieurs territoires, des trucs vraiment, une vraie super carte telle qu'on pourrait l'entendre. Donc ça ne va pas faire un tel impact, mais c'est important de le noter, qu'on a cette espèce de début de guerre entre la WWF qui règne, avec le poids, je vais en parler tout à l'heure, de André the Giant là-dedans, parce qu'il faut se dire que la WWF allait partir en guerre contre les autres territoires. Et que pour ça, il fallait quand même des lutteurs qui pouvaient exister comme nom important, bankable dans les autres territoires. Et le gars qui faisait ça le mieux que quiconque dans le monde, c'était André the Giant. C'était la plus grande star du catch mondial, incontestablement. Tu l'envoies n'importe où, au Japon, en Europe, n'importe où. Tu remplis la salle. Donc la WWF avait ce lutteur-là dans son roster, André the Giant. Et ça lui donnait quand même une grosse arme. Mais c'est encore gentil. En 83, ça reste tranquillos. C'est pas encore, on n'a pas encore ce qui va se passer à partir de 84 avec l'achat de stars des autres territoires, récupérer les contrats télé des autres, etc. Enfin, ça j'en parlerai en 84 un petit peu plus.
Donc voilà un petit peu le paysage. On a toujours ces territoires qui sont tous plus ou moins en bonne forme. On a beaucoup de territoires qui soit arrivent dans leur âge d'or ou sont dans leur âge d'or, en tout cas pour les années 80. Et on a la WWF qui commence un peu à sortir et à faire des trucs. C'est vraiment deuxième moitié de l'année 83 et première moitié de l'année 84 que ça prend vraiment forme avec l'arrivée d'Hulk Hogan dès le début de l'année 84, qui va prendre le titre à Iron Sheik, qui a pris le titre de Bob Backlund dans l'année 83. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus quand je rentrerai dans la WWF pour 83, donc tout à l'heure. Et puis surtout 84-85. Sinon, et je vais commencer avec ça parce que je trouve que c'est important aussi de bien se rendre compte de ce qu'était le produit de catch à l'époque, même si j'en ai parlé plusieurs fois dans toutes mes vidéos sur ce sujet. Je vais redire un peu ce que j'ai dit, mais d'une autre façon, histoire de. Je dirais que pour moi, ce qui faisait un bon catcheur à l'époque, c'était le fait d'être convaincant. Le mot-clé, c'est ça, c'est convaincant. C'est-à-dire que les mecs vont pas forcément faire des choses hallucinantes, mais tout ce qu'ils vont faire va viser à être convaincant. C'est facile de suspendre son incrédulité, de regarder ça comme si c'était vrai, de regarder ça comme on regarde un film ou une série, et de se laisser prendre au truc, et de vibrer quelque part plus organiquement face à ce qui se passe, plus qu'en se disant ah il fait des beaux moves ou je sais pas comment dire. Voilà. Et ça c'est vraiment le gros point fort de l'époque, qui va rester un point fort encore quelques années, qui va s'estomper d'abord avec la Hogan Era et puis surtout avec l'Attitude Era. J'ai rien contre ces périodes-là, mais le produit change énormément dans cette époque-là. Là on est encore comme dans les années 70, 60, 50, dans un truc qui n'est pas nécessairement réaliste, mais qui est convaincant. Et je dirais qu'un bon catcheur, c'est un gars qui est convaincant déjà. Forcément, si t'es pas convaincant, si ce que tu fais est spectaculaire, mais qu'on n'y croit pas, ça ne sert à rien. Et après, si dans un cadre convaincant, tu arrives à faire des choses un peu larger than life, soit en termes de moves, soit en termes de personnalité, de promo, de trucs, bah là, tu es un excellent catcheur. C'est comme ça que ça se passe à l'époque. Et moi, j'avoue que ça correspond bien à ma vision du catch, à ce que j'aime dans le catch. Donc je prends un grand plaisir à regarder ça. J'avais jamais vu tous ces trucs-là, je les ai découverts en regardant cette année-là. C'est pas ma nostalgie. Je le regarde pas en nostalgie de me dire ah c'était la belle époque machin. J'ai découvert ça comme c'était nouveau et j'ai adoré. Voilà, j'ai trouvé ça génial pour ce truc-là spécifiquement. Les promos, tout. On sent aussi ce truc de, on leur laisse un peu le champ libre aux catcheurs. C'est à eux de s'organiser pour développer leur personnage, vendre la storyline. Et chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Il y a beaucoup de catcheurs, beaucoup de stars, beaucoup de talents, beaucoup de vétérans, beaucoup de jeunes qui montent, etc. C'est très chargé. Et chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Et donc, quand on leur donne un temps d'antenne, ils essaient d'en tirer le maximum. Et tout le monde, à sa façon, essaie d'être convaincant et d'attirer le public et tout ça. Et je trouve que c'est fascinant à regarder de voir tout le monde essayer de se tirer la couverture. Et ça fait monter tout le monde comme ça. C'est assez exceptionnel. Avec plein de genres différents, de territoire à l'autre, les produits ne sont pas les mêmes. C'est fantastique à regarder. Il y a une espèce de multiplication de talents et de styles, que ce soit in-ring ou dans les personnages, qu'on n'a tellement pas aujourd'hui. À l'époque, le nombre de stars, en tout cas si on prend d'un point de vue local, et après sur la grande échelle, sur tous les États-Unis et le Canada, est assez importante. Vraiment très très importante. Alors qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus gros déficit. Il n'y a pas de grosses stars qui font réagir organiquement à fond le public, et c'est ce qui manque le plus. Ça compense complètement. Après, à l'époque, d'un point de vue athlétique et technique, dans le ring, vous ne verrez pas des prouesses hallucinantes, mais ce que vous verrez sera peut-être plus simple et j'imagine plus convaincant, et le résultat, en tout cas sur moi, a été au moins aussi probant, voire plus probant. Je trouve que je préfère en fait des mecs qui font juste coup de poing, coup de pied, mais qui font ça de façon très prenante et très convaincante, que des mecs qui font des moves hallucinantes, mais finalement, tu es un peu en train de regarder ça au fond de ton canapé, un peu genre, ouais, super. Voilà. C'est un peu ça le truc. Donc je sais pas si ça vous parle, si ça vous évoque ce que c'est, mais c'est une autre façon de dire tout ce que j'ai dit dans mes autres vidéos, qui explique le gros kiff de l'époque. Voilà, donc je vais rentrer territoire par territoire maintenant pour vous raconter un peu ce qui s'est passé et comment j'ai apprécié ça personnellement. Je suis plus dans le truc chronique, parce que je fais ce qui m'intéresse. J'aime bien écouter les gens quand ils ont leur avis sur l'histoire, plus que raconter l'histoire. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais commencer par le territoire le plus important de l'époque, la WWF. Je dis le plus important parce que c'est un des meilleurs territoires, c'est un de ceux où il y a le plus de stars, et la qualité, on a beaucoup d'images, enfin bref. Mais c'est aussi un territoire qui est très important parce que ça bouge là-bas. Il se passe des trucs, voilà. Les deux territoires les plus importants en 83, je pense que c'est WWF, Mid-Atlantique, et ça fait pas deux si j'en dis trois, mais c'est pas grave, World Class Championship Wrestling. Je vais en parler aussi de cela après. Alors à WWF, il se passe quoi? Déjà, j'en ai parlé, il y a l'arrivée de Iron Sheik,
Donc je vous mets des images au fur et à mesure si vous ne connaissez pas les lutteurs. Et Iron Sheik donc, a une gimmick d'Iranien, donc on est un petit peu conflit, un peu de racisme et tout ça, ça ne fait jamais de mal à WWF, hein, on joue sur le côté patriotique. Le méchant iranien qui n'aime pas les États-Unis, qui va devenir champion de la WWF en battant le champion qui est là depuis 6 ans. 6 ans champion Bob Backlund. Et c'est un changement de garde qui incarne assez bien la différence de vision entre Vince McMahon Senior et Vince McMahon Junior. Vince McMahon Senior a toujours mis des gros babyface en champion. Il n'y a quasiment pas eu de grand règne de champion heel à WWF, que ce soit Intercontinental ou surtout champion poids lourd. De toute façon, Intercontinental, il n'existe que depuis 3 ans, hein, le titre. Et Bob Backlund était le champion parce que c'était un beau champion. Il était bon dans le ring, il gagnait en étant meilleur que l'autre techniquement, athlétiquement, tout ça. Là, on va avoir un méchant heel qui gagne et qui génère de la hit pour impliquer le public, etc. Qui va faire de transition vers Hulk Hogan en 84, dès le début de l'année 84. Donc Iron Sheik, c'est important. Même si, d'un point de vue in-ring, ça ne donne pas des matchs exceptionnels. Il y a 2 matchs entre Iron Sheik et Bob Backlund. Le premier, Bob Backlund conserve le titre dans un match qui est plus technique axé lutte, parce que Iron Sheik, c'est d'abord un lutteur gréco-romain contre Bob Backlund, un lutteur freestyle. Donc on a un truc un petit peu de duel de grappleur. Donc c'est un match qui est assez cool de ce point de vue-là. Plus shoot style, un petit peu dans le style lutte. Hein, catch as catch can style, enfin vraiment ce profil-là. Et le deuxième match, c'est plus côté entertainment, c'est un match assez court où Bob Backlund abandonne sur un camel clutch parce que son coach, son manager, Arnold Skaaland, jette la serviette, jette l'éponge à la place de son poulain pour abandonner à sa place. Donc Bob Backlund n'a jamais abandonné, mais il ne va pas contester la défaite, il va dire que voilà, il n'aurait pas dû prendre ce match, il était blessé, blabla. Voilà, une grosse hit sur Iron Sheik, c'est très important dans l'histoire, et c'est surtout la transition vers Hulk Hogan dès le début de l'année 84. Donc là, je parle de l'année 83, mais je ne peux pas m'empêcher de parler déjà de Hogan, parce que c'est l'arrivée de Hogan, en fait, même si ce n'est pas déjà lui. C'est Hogan qui va venger Backlund et qui va prendre le titre à son tour dès le début de l'année 84, comme je dis. Donc c'est très important, bien sûr. Autre truc important qui est un peu dans le même truc, un peu on tue les idoles hein, de la période précédente. On va avoir la première... Alors tiens, attendez. On va faire un petit quiz, vous allez pouvoir mettre pause et essayer de chercher la réponse à cette question. C'est un Jeopardy, hein, donc Jeopardy. La réponse est la première fois par tomber au Madison Square Garden en 18 ans, en 1983. Donc la réponse est, je vous laisse mettre pause, essayer de trouver ce que ça peut être, et puis je vous dis après. Mais donc la réponse est la première défaite par tomber au Madison Square Garden en 18 ans. Donc il faut trouver qui et quoi et pourquoi et comment. Et bien la réponse, donc si vous avez mis pause et que vous avez cherché votre réponse, hein, c'est un petit jeu en même temps. Et bien Don Morocco va battre Pedro Morales par tomber. Ce sera la première fois que Pedro Morales, immense star hein, dans le territoire de New York, va perdre par tomber au Madison Square Garden en 18 ans. Pedro Morales, ancien champion de poids lourd, hein, il était quasiment une aussi grosse star que... Peut-être pas quand même, mais il n'était pas loin d'être du niveau de star de Bruno Sammartino dans les années 70. Il a été champion intercontinental, c'était... L'ambiance dans l'arène au Madison Square Garden quand il est là, c'est hallucinant. Vraiment, c'est complètement dingue. Et bien, il va perdre son premier match par tombée en 83 contre Don Morocco. Donc là aussi, passation de pouvoir. Backlund perd par soumission et Morales par tombée dans la même année. C'est les 2 grandes stars qui restent, Sammartino n'est plus là, de la période de Vince McMahon Senior. Donc c'est assez symbolique, je trouve. Morocco qui va donc devenir champion intercontinental, qui va défendre ensuite son titre plusieurs fois et va conserver à chaque fois contre une autre star, la première grande star créée par Vince McMahon Jr. d'ailleurs, Jimmy Snuka, dans une grosse rivalité avec beaucoup de hits, qui va donner des moments mémorables, notamment la première plancha. Donc plancha, c'est tu es à l'intérieur du ring, tu sautes au-dessus de la 3e corde jusqu'à l'extérieur, jusqu'à l'adversaire qui est à l'extérieur du ring. Première plancha à l'WF, c'est Jimmy Snuka en 83 sur Don Morocco. Et il va y avoir ce fameux Steel Cage match aussi, que vous connaissez certainement, puisque on sait que dans l'Arena, donc c'est au Madison Square Garden, on avait Bob Orey, Tommy Dreamer et Mick Foley, ils n'étaient pas ensemble, hein, chacun dans son coin, qui étaient dans le public pour assister à ce match entre Don Morocco et Jimmy Snuka en cage. Match gagné par Don Morocco. Souvent les gens pensent que Snuka gagne parce que c'est lui qui réalise le splash de la 3e corde, enfin plutôt le splash du haut de la cage, devrais-je dire, sur Don Morocco, mais ça c'est après le match. Donc il y a le match d'abord, qui n'est pas très bon et qui n'est pas très long, mais victoire de Morocco. Et ensuite, Snuka va le chercher à l'extérieur, le ramène dans le ring, lui met une petite branlée et va sur le sommet de la cage
faire un splash du sommet de la cage sur Don Morocco à l'intérieur. Faut savoir que Snuka avait déjà fait un saut du haut de la cage, mais il avait manqué la cible contre Bob Backlund en 82. Là, c'est la première fois qu'il réussit son splash du haut de la cage. Et alors, ça paraît rien aujourd'hui, hein, mais c'est peut-être le move le plus hallucinant qu'on ait vu dans la lutte nord-américaine. Alors, j'en ai un autre, hein, dans le même genre, de la même année, qui est tout aussi hallucinant et qui est beaucoup moins connu et qui devrait être beaucoup plus connu, j'en parlerai tout à l'heure. Mais voilà, ça c'est une rivalité qui est extrêmement marquante. Et là-dedans, il y a un truc assez étonnant, c'est que Jimmy Snuka était méga over, immense star. C'est peut-être le mec le plus over du roster, plus encore que Andre the Giant à ce moment-là. Il est méga over et il n'est jamais devenu champion ni intercontinental, ce qui m'aurait paru assez légitime et normal. Il était bien dans le profil, mais non plus champion poids lourd. Alors je sais pas pourquoi, il y a des histoires peut-être de racisme là-dedans, ça m'étonnerait pas parce que j'avais entendu Roddy Piper parler de ça et dire que Snuka a beaucoup souffert de racisme dans sa carrière. Bon. On va dire qu'il l'a bien rendu avec ses déboires à lui, hein, je vous laisserai aller voir ça. Mais voilà, c'est à connaître absolument, donc je vous invite à aller voir. C'est pas un des meilleurs matchs de l'année, mais c'est un match à connaître de l'année. Le match entre Don Morocco et Jimmy Snuka en catch au Madison Square Garden. Il y a un moment, alors faut le trouver, hein, mais on voit Mick Foley au premier rang. Enfin, il n'est pas au premier rang, mais il est en bas, hein, près des grilles qui font le tour du ring. On peut voir Mick Foley à un moment donné dans le public si on cherche bien. On ne voit pas Bob Ray et Tommy Dreamer, mais on sait qu'ils étaient là. Et clairement, ça a été un match qui a été très influent sur pas mal d'athlètes. Et sur le côté, on prépare un gros spot pour faire exister le match dans l'histoire. C'est un des premiers matchs qui fait ça, même si c'est pas un super match, encore une fois. Autre grosse rivalité dans l'année, donc on a Iron Sheik, Bob Backlund, j'en ai parlé, Morocco, Jimmy Snuka. Et l'autre grosse rivalité, c'est Andre the Giant contre Big John Studd. C'est une rivalité qui va quand même continuer jusqu'en 85. À WrestleMania, ils vont avoir le fameux, je sais plus combien, c'est $1000 challenge, je sais plus combien c'est, bon, bref. Mais ils vont avoir un match où si tu arrives à slammer Big Johnson, tu gagnes de l'argent. Donc ils vont relancer cette rivalité plus tard, mais leur première grande et la meilleure partie de leur rivalité, c'est en 83. Big Johnson, c'était un géant qui battait tout le monde, qui était inamovible, jusqu'à ce qu'il affronte le vrai géant, André. Ils vont avoir pour culminer un Steel Cage match qui est assez cool, qui est un des meilleurs matchs d'André the Giant de l'époque. André the Giant qui commence à décliner hein, physiquement, sérieusement, mais qui a encore des matchs pas trop mal. À chaque fois, j'essaie de vous dire un petit peu un ou deux bons matchs d'André the Giant, parce que je pense que c'est un catcheur qui est très connu, qui est plutôt aimé, mais qui est pas forcément connu pour ses meilleurs matchs. Donc c'est bien aussi de les évoquer. Donc allez voir ça, c'est une grosse rivalité qui va continuer en 84 et en 85. En 84, Andre the Giant va se faire raser le crâne par Big John Studd et Ken Patera par exemple. Donc il va changer de coupe de cheveux. Là, à l'époque, il a l'espèce de coupe afro. Voilà. Vous pouvez aller voir ça si vous voulez voir un peu de bon Andre the Giant. Et puis dans les autres choses intéressantes de l'année, on peut noter aussi au début de l'année le face turn de Sergeant Slaughter, qui était un énorme heel militaire avec sa gimmick, et qui va rentrer avec une musique d'entrée. Le premier catcheur à rentrer avec une musique d'entrée à WWF, c'est Sergeant Slaughter en 83. Il va faire un face turn où les gens vont se mettre au garde à vous, mais un peu genre c'est le patriote qui vient défendre les États-Unis, tout ça. C'est quelque chose qui va être repris plus tard. Mais Sergeant Slaughter, c'est un des meilleurs lutteurs de l'époque. Va devenir une grosse star dans le territoire de New York grâce à ça. Et ça va un peu lui donner une immunité à vie dans le territoire de l'WF. Il pourra revenir et être quelqu'un qui va faire beaucoup réagir. Il va avoir une belle carrière. Mais il va quitter la WF en 83 pour aller faire une pige assez exceptionnelle et très un peu méconnue et qui mérite vraiment d'être réappréciée. Je vais vous parler de ça dans le territoire de la Mid-Atlantique. Voilà, en dehors de ça, j'ai pas grand chose à raconter pour le territoire de WF qui a beaucoup moins de bons matchs que pour les années précédentes. Même si c'est un bon petit territoire, il y a beaucoup de matchs qui vont à 3 écarts, 3,5, mais pas beaucoup de super matchs au-delà. Donc ça mérite d'être vu, c'est très cool à regarder. Encore une fois, si vous voulez vous plonger un peu plus dedans, je vais vous mettre une playlist des matchs à voir de l'année 83 en dessous. Petite info supplémentaire, il y a les débuts aussi en 83 d'un lutteur qui va faire une petite carrière sympa. C'est Samoula à l'époque, donc le futur partenaire en équipe de Fatou dans les Edge Shrinkers, qui à l'époque était associé aux White Samoans, donc il y a son père et son oncle là-dedans. Donc il va se rajouter dans cette équipe. Voilà, un petit peu. Petite info dernière. Voilà, je continue. Je passe à un autre territoire, je passe au territoire de Portland maintenant. Donc c'est un petit territoire local, un petit peu tranquillos, hein, du nord-ouest des États-Unis, donc l'Oregon et l'État de Washington, pour ceux qui connaissent un peu la géographie américaine. Et territoire de Portland, en gros, c'est un territoire qui est géré par Don Owen, qui est un promoteur très estimé, qui est en place
Et ça devait être son père avant, ou je sais plus trop. Depuis longtemps, ça fait 40 ans, je crois, que le territoire existe, plus ou moins à ce moment-là. C'est un territoire un peu historique. C'est un peu vu comme un territoire de développement. Il est un peu isolé géographiquement. Donc ce que tu fais là-bas, les gens ne savent pas trop ce qui se passe là-bas quand ils sont à l'opposé des États-Unis sur la côte est. Et du coup, ça permet de se développer, de faire ses armes avec un show télé en ayant des matchs toutes les semaines, etc. Et là-bas, en 83, va se développer Kurt Hennig, donc Mr. Perfect, qui est arrivé en 82 complètement méconnu et qui prend toute une dimension en 83, qui est booké comme excellent, comme un des meilleurs babyface, très fort et tout ça, très bon techniquement, et qui va surtout se développer au niveau des promos, du selling dans le ring. Il va devenir Kurt Hennig tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Avant, c'était un petit lutteur qui n'avait pas trop de physique. Et là, il va prendre toute une dimension. Et là-bas, il profite beaucoup de la présence de vétérans, comme notamment les 3 heels, Buddy Rose, la star du territoire, mais c'est un heel, Rip Oliver, j'ai tendance à les confondre parce que Rip à un moment donné, et The Assassin. Ça, c'était les vétérans du territoire qui étaient très bons et qui étaient un peu vus comme les bonnes mains pour les babyface pour monter, donc à connaître. Et puis en 83, il y a aussi un autre lutteur que vous connaissez qui est excellent et qui arrive là-bas, c'est Dynamite Kid, en provenance du Japon et de la Stampede Wrestling, qui va commencer à grandir un peu, à se faire connaître dans un autre territoire et qui va, je pense, pas mal se développer d'un point de vue selling, qui est un petit peu son point faible à Dynamite Kid, parce que du point de vue athlétique, technique, il est 10 ans en avance, voire plus. C'est assez hallucinant à regarder. Et qui est booké comme le super heel imbattable, trop fort athlétiquement, trop agressif, hyper en avance techniquement, vraiment il est imprenable. Et donc il est booké comme ça. Il est tellement fort que son clan de heel avec Buddy Rose, Rip Oliver et The Assassin vont se dire, on a ce gars-là, on peut battre tout le monde. Et du coup, ils vont virer Buddy Rose du clan, qui était le leader. Et Buddy Rose va faire un face turn, et ça va être énorme. Il va être hyper populaire pendant une petite période. Après, ça va décliner parce qu'il n'était pas aussi bon face que heel. Mais voilà, donc l'année 83, c'est peut-être la meilleure année pour le territoire de Portland avec 80, où on avait Rick Martel et Roddy Piper, donc ça c'était cool. Là, on a Dynamite Kid, Kurt Hennig, Billy Jack Haynes, The Assassin, Rip Oliver, tout ça. Donc on a des lutteurs de qualité. On a même Chris Adams qui fait une petite pige là-bas, un lutteur britannique qui arrive tout droit du Royaume-Uni. C'est sa première pige aux États-Unis, où il va être excellent, lui aussi très avant-gardiste dans le style, très très bon in-ring, et qui va partir assez vite faire tout un run de super lutteurs, d'abord face puis heel à la World Class Championship Wrestling, où il va être pendant cette période, donc 84, 86, 87, là par là, l'un des tout meilleurs lutteurs dans tous les États-Unis à mon sens. Donc voilà, donc c'est un territoire qui est très cool à voir. Je vous invite à aller voir les petits matchs de l'époque. Je pense qu'ils sont pas trop durs à trouver. Donc voilà, il y a une grosse rivalité entre le clan, ça s'appelle The Clan. Donc Rip Oliver, Buddy Rose, Dynamite Kid et The Assassin d'abord contre Kurt Hennig et les autres face. Et puis ensuite ils vont équilibrer ça en mettant Buddy Rose face. Ça va être Kurt Hennig, Buddy Rose contre Dynamite Kid, Rip Oliver et The Assassin. Ça va être assez cool. Donc avec pas mal de bons petits matchs, dont un excellent Buddy Rose Dynamite Kid. Pas très connu, mais qui est vraiment un très bon match. Et l'un des meilleurs matchs de Dynamite Kid de l'époque, hors Japon, bien sûr. Voilà, donc un petit peu ce que je peux dire sur ce territoire qui, au niveau produit, est assez pépère. Hein. Il n'y a pas une hit de fou, ça fait pas des street fights ou des trucs hallucinants, des steel cage match, on n'a pas trop ça. Ça reste assez tranquille avec beaucoup de 2 out of 3 falls. C'est pas le meilleur territoire d'un point de vue produit, mais c'est très agréable à regarder en fait. Ça se regarde très facilement, c'est assez léger comme ça, mais c'est quand même cool. Il y a une rivalité, il y a des bons lutteurs. Et surtout, on a les images des shows hebdo dans lesquels on a des gros matchs. Donc c'est surtout ça qui fait qu'il existe rétrospectivement. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment un petit territoire. Mais un territoire très estimé d'un point de vue développement, puisqu'ils ont développé des gars comme Sergeant Slaughter, Roddy Piper, Rick Martel, là, Kurt Hennig, etc. Donc quand même des gars qui vont faire des grandes carrières. Avec Buddy Rose en figure de proue donc. J'enchaîne avec le territoire suivant, je repasse à un gros territoire de l'époque, Mid-Atlantique, dont je vais parler en même temps que Georgia Championship Wrestling, puisque ces deux territoires plus tard vont fusionner pour devenir les Jim Crockett Promotion. Donc ça va devenir un très grand territoire ensuite. À ce moment-là, Mid-Atlantique, c'est de toute façon, et Georgia aussi, parmi les territoires où il y a le plus d'argent, avec AWA et WWF, je pense que c'est et Floride peut-être, c'est les territoires où il y a le plus d'argent. Les salles sont blindées, il y a énormément de hits, c'est assez exceptionnel. Ils ont des gros contrats télé avec les chaînes locales aussi. Et alors sur les deux territoires, je vous ai parlé tout à l'heure de la Supercard Starcade.
c'est le gros fait de l'année 83 pour ces territoires-là, puisqu'ils vont s'associer pour faire Starrcade, donc le premier super show. Et Starrcade, ça va quand même être davantage de mettre en valeur le champion NWA contre les stars de la Mid-Atlantique. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déséquilibré d'un point de vue des autres territoires en termes de super cartes. Puisque Starrcade, le main event, c'est Harley Race contre Ric Flair. Alors je vais vous parler de cette rivalité-là parce que c'est quand même énorme. Il faut savoir que Ric Flair a été champion NWA, mais quand il est champion NWA la première fois, il a battu Dusty Rhodes et ça n'a pas mis Ric Flair en méga star. Il n'était pas reconnu comme un grand champion et si estimé que ça dans les autres territoires. Les gens le connaissaient, mais c'était pas, c'est pas du point de vue de la renommée comparable à un Dory Funk Jr. ou Jack Briscoe dans les années 70 ou Harley Race à ce moment-là. Du coup, ils vont remettre le titre sur Harley Race, mais un peu discretos. Harley Race va refaire un run de champion, je crois que c'est son 7ème, donc c'était quand même une immense star, hein. Enfin un immense champion heel, qui faisait la tournée des territoires heel et qui conservait le titre, mais il mettait en valeur ses adversaires, comme le fera Ric Flair plus tard. Et ils vont faire culminer une rivalité entre Harley Race et Ric Flair, le prodige, à Starrcade. En fait, Harley Race, qui a pris le titre à Ric Flair, ne veut pas affronter Ric Flair, donc va mettre comment on dit ça, une prime de 25 000 $, je crois, à quiconque blessera Ric Flair et pour ne pas avoir à affronter Ric Flair à Starrcade. C'est Bob Orton Jr. et Dick Slater qui vont réussir à faire un pile driver avec l'un des deux qui saute de la troisième corde, de la deuxième corde pour appuyer sur les jambes sur Ric Flair. Ric Flair va prétendre une blessure au cou qui va le mettre en retraite, puis finalement il va revenir un mois plus tard pour attaquer Bob Orton et Dick Slater avec une batte et dire que finalement il n'est pas en retraite et affronter Harley Race. Donc quand il affronte Harley Race, il faut vraiment imaginer que Ric Flair est censé être blessé au cou. Ça ajoute un petit peu au match. Et donc ce match va culminer à Starrcade où Ric Flair va devenir champion dans un steel cage match qui est très particulier puisqu'il y a un officiel de la NWA qui veut absolument que ça reste dans les règles et qui s'interpose beaucoup et ça crée beaucoup de tensions comme ça, d'accrochage. Ce qui peut être très désagréable pour certains fans, il y en a qui n'aiment pas ce match à cause de ça. Ou au contraire très agréable parce que ça génère ce truc de hit et de niveau et d'agressivité, mais en même temps il faut que ça reste dans les règles pour pouvoir gagner, qui est assez prenant moi je trouve, avec la blessure au cou de Ric Flair. Et Ric Flair gagne, et à la fin voilà, il a une très grande célébration avec d'autres lutteurs qui viennent dans le ring, il pleure avec la ceinture et tout. C'est un grand moment, hein. Moi j'ai des frissons à en parler, là vous voyez peut-être pas, mais voilà, j'ai des petits frissons à en parler parce que c'est grand, avant c'est très très grand. C'est un WrestleMania moment, mais c'est pas WrestleMania, c'est Starrcade. Mais c'est pareil, quoi. C'est vraiment très grand à voir. Alors, au niveau production, ça n'a rien à voir avec WrestleMania, hein. C'est beaucoup plus cheap. Enfin, quoique WrestleMania 1, c'est à peu près pareil. Mais au niveau magnitude, je trouve que c'est du même niveau, c'est du même acabit. Et ça va mettre Ric Flair comme très grand champion pour de bon. Et c'est la vraie passation de pouvoir entre le précédent grand champion NWA Harley Race, qui était champion en fait de 77, je crois, 77-78 jusqu'à là. Donc pendant 5 ans, c'est Harley Race le champion plus ou moins. Alors il a perdu le titre, il l'a regagné, il l'a reperdu, hein. Mais c'est lui la figure de proue de la NWA en tant qu'entité interterritoire. Et sur ce Starrcade, ça change. Harley Race va d'ailleurs prendre des pauses après, va être moins actif, alors que Ric Flair va être incontournable. Voilà, clairement, l'immense star que vous connaissez. Donc ça, c'est absolument crucial. Starrcade, il y a une autre grande rivalité, c'est la rivalité entre l'équipe Ricky Steamboat et Jay Youngblood contre les Briscoes. Alors les Briscoes, c'est Jack Briscoe, l'ancien champion NWA, et Gerald Briscoe, Jerry Briscoe, qui va être l'un des Stooges de Vince McMahon à la WWF plus tard. C'était une équipe de babyface. Jack Briscoe, c'est un super grand babyface, technicien, vraiment admiré. Ils vont faire un heel turn sur Steamboat et Jay Youngblood, un peu en mode, on est un peu moins fort que la nouvelle garde, et on est obligé de faire un heel turn pour exister. Ils vont prendre le titre comme ça. Et le rematch va avoir lieu à Starrcade. C'est un match qui est un peu décevant parce que sur le papier, il y a vraiment du méga talent. Et le match, il n'est pas aussi bon qu'on pourrait espérer, mais c'est une rivalité qui est assez cool quand même. Donc à voir, à connaître. Et enfin, une autre rivalité qui est à connaître, c'est la rivalité entre Roddy Piper et Greg Valentine qui va donner un dog collar match à Starrcade, hyper sanglant, un énorme brawl où on voit tout le talent de selling et de capacité à captiver le public de Roddy Piper, qui était un des meilleurs lutteurs à l'époque, vraiment dans ce style convaincant, mais larger than life. Piper est devenu face dans le territoire. Il est irrésistible, Piper. Moi, j'adore Piper à l'époque. Je suis un gros... Je me découvre une... comment dire, j'adorais Piper en tant qu'homme avant. C'était un de mes hommes en dehors du catch. Je trouve qu'il est absolument hyper touchant, fascinant. Je sais pas, il a quelque chose de très très
je sais pas, attirant. Je parle pas physiquement, quoique. Mais voilà, je veux dire, il y a quelque chose et je vous invite à aller voir les shoot interviews de Piper si vous pouvez trouver. Alors, il faut comprendre l'anglais hein, parce qu'il part dans tous les sens, il est un peu dur à suivre par moment. Mais je trouve qu'il a une capacité à captiver le public qui est exceptionnelle. Greg Valentine, c'était un des meilleurs lutteurs de l'époque, le fils de Johnny Valentine, là aussi, hein, son père était a priori un des meilleurs lutteurs de la période précédente. Et même si ce match, il a peut-être pas très bien vieilli, il faut essayer de le regarder comme si c'était vrai en fait. Il faut vraiment se remettre dans ce truc, ce que je dis, hein, que ce soit convaincant. Piper avait subi une blessure à l'oreille avant ça, et donc ils utilisent ça dans le match où il a failli prendre sa retraite à cause d'une blessure à l'oreille. Il prétend qu'il a perdu l'audition dans son oreille gauche. Je crois que c'est son oreille gauche. Et c'est réutilisé dans le match. C'est très sanglant, très hardcore, style limite ECW. Hein, c'était vraiment très cool. Et à le regarder en imaginant le truc comme si c'était vrai, ça a vraiment un retentissement. C'est une grosse rivalité entre les deux qui culmine. Et c'est le match, pour beaucoup, le meilleur match de l'année. Tout territoire confondu, et le meilleur match de Starrcade. Moi j'aime beaucoup le Flair Harley Race, mais je comprends qu'il ne plaise pas à tout le monde. Donc voilà, donc Starrcade c'est une réussite, hein, Starrcade 1. Je sais pas si je recommanderais pour les gens, pour tout le monde, d'aller voir Starrcade 1 si vous n'êtes pas en contexte du truc, parce que je suis pas sûr que hors contexte ce soit un si bon show que ça, mais moi j'ai vraiment pris un gros plaisir à aller le voir. Mais il y a mieux, il y a un show, alors mince, j'ai pas noté le nom du show, je suis un peu con moi. Si c'est Final Conflict 1983, c'est un autre show majeur de la Mid-Atlantique où on a deux énormes matchs, dont un qui est tout simplement mon match de l'année, qui est un des meilleurs matchs que j'ai vu de toute ma vie. C'est le meilleur steel cage match que j'ai vu de toute ma vie. C'est un match entre Sergeant Slaughter et Don Carnodle contre Ricky Steamboat et Jay Youngblood pour le titre par équipe de la Mid-Atlantique. Ça se passe au Greensboro Coliseum en cage et c'est génial. Sergeant Slaughter et Ricky Steamboat là-dedans sont mais d'une magie. Sergeant Slaughter là-dedans il est génial. Il fait un dive du haut de la cage. Sergeant Slaughter. Donc on parle tout le temps de Jimmy Snuka machin. Il saute du haut de la cage. Alors lui il manque son elbow drop je crois. Mais il y a ces genres de matchs où ça commence, c'est accroché, on n'arrive pas à prendre l'avantage. Finalement les heels ont l'avantage. Les faces font un changement, mais celui qui fait le changement, celui qui fait le hot tag, mais comme il peut, vous voyez. Il est out après, donc c'est un contre deux. Il y a tout un truc épique comme ça où tout le monde est en galère et ça dure longtemps et tout. Et Slaughter tente un coup de bravoure avec son dive de la troisième corde et il n'y arrive pas. Et c'est épique. Franchement, j'envisage tout à fait de mettre un 5 star à ce match. C'est une tuerie dans le style de l'époque. Pour moi, c'est le meilleur qu'on puisse avoir dans le style de l'époque. C'est à voir absolument. C'est un classique absolu en ce qui me concerne. Mais c'est un classique pour plein de gens. Hein. J'ai été voir un peu sur internet et moi, j'avais jamais entendu parler de ce match avant. Alors, imaginez, hein, jamais entendu parler de ce match, je vais le voir. Et je suis mais sur le cul absolu. C'est une tuerie. Bon, pour l'instant, je le mets à 4 3 quarts. Mais j'envisage tout à fait de mettre un 5 star à terme. Je pourrais le revoir. À noter que Sergeant Slaughter et Don Carnoodle rentrent avec la musique Gonna Fly Now de Rocky 1. Vous savez, celle qui a été utilisée par les grosses têtes aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Et ça donne un truc un peu épique déjà avant même que le match commence. On sent que c'est un gros match et c'est exceptionnel. Et dans ce même show, on a un match entre Roddy Piper et Dick Slater qui est très bon aussi en brawl. Donc je vous invite à aller voir le show en entier qui est à mon sens meilleur que Starrcade. Et puis il y a un autre gros show aussi, mais cette fois-ci c'est de la Georgia Championship Wrestling à l'époque. C'est Last Battle of Atlanta où on a les deux main events, c'est des steel cage match et il y en a un des deux qui est très bon, qui est très violent et qui est court. C'est entre Buzz Sawyer et Tommy Rich. Pareil dans ce côté épique avec du sang et tout. Et c'est très court, ça dure 10 minutes. Ils arrivent à créer un truc épique en 10 minutes. Donc c'est à voir absolument, c'est un classique aussi de l'époque. L'autre c'est Don Ellering contre Ole Anderson, c'est moins bien. Mais vous pouvez voir Ole Anderson adulé par le public en gros babyface. Et ça c'est assez étonnant. Donc voilà, donc c'est des territoires qui, si on avait eu plus d'images, seraient clairement deux des meilleurs, voire le meilleur ou les meilleurs territoires. Malheureusement on a peu d'images. Mais on en a un peu plus, et dans ce qu'on a, il y a du super gros bonbon, de la pépite absolue. En particulier ce Steel Cage match, qui est le match de l'année à mon sens, à voir absolument. Donc je vous invite à aller creuser ça si vous en avez... Je ne sais pas où je vais avec cette phrase. Si vous en avez l'envie, allez voir ça absolument. Si vous avez envie des années 80, allez voir ça. Ouais, on va dire comme ça. Je passe à un autre territoire, parce que je ne peux pas non plus passer diplôme sur tous les territoires. On va passer à Memphis, qui était l'un des territoires les plus intéressants depuis le début des années 80. Ça continue en 83. C'est le territoire des petits gabarits. Et c'est un territoire qui est très avant-gardiste d'un point de vue produit, avec plus de gimmicks dans les personnages, plus de gimmick match,
avec des scaffold match, des street fight, des false count anywhere, etc. Ils sont complètement avant-gardistes. Et avec une popularité, une hit et une capacité à générer de l'argent dans une petite zone géographique qui est hallucinante. Jerry Jarrett, le promoteur du territoire, le père de Jeff Jarrett, était un génie. C'est vraiment un putain de génie, pas reconnu. Alors, dans les grandes rivalités de l'année, on a Jerry Lawler contre Bill Dundee, les deux grandes stars du territoire. Bill Dundee fait un heel turn contre Jerry Lawler. Ça culmine avec un loser Leave Town cultissime, qui est malheureusement clippé, mais même clippé, c'est génial. Donc, c'est un des meilleurs matchs de l'année. Non clippé, je pense que je lui mettrais plus que 4 étoiles. C'est exceptionnel. Bill Dundee, c'est un Australien très technique, tout petit. Et Jerry Lawler, c'est plus un brawler qui fait des comebacks à la Hulk Hogan, mais avec quelque chose d'organique beaucoup plus prenant que Hulk Hogan, qui a tendance à passer par le côté un peu surnaturel, genre il a son second souffle parce que Genki Dama du public, je reviens. Jerry Lawler, c'est plus j'ai la rage et je reviens, et c'est assez prenant quand c'est réussi. Donc grosse rivalité, qui n'a pas de gros segments à connaître. C'est plus le match final qui est cultissime. L'autre grosse rivalité, pour moi, qui est plus intéressante en tant que rivalité, c'est la rivalité entre The Fabulous Ones, donc c'est Steve Keirn et Stan Lane, donc une des meilleures équipes de tous les États-Unis à l'époque, qui ont un côté un peu coquille, un peu comme ça, mais un peu badass en même temps, très adulé du public. On entend des cris féminins quand ils sont là et tout ça. Ils sont un peu, voilà, le côté coquille, beau gosse, mais badass. C'est pas comme, comment elle s'appelle cette équipe là, qui a un peu repris ça, mais avec sans le côté badass. Du coup, mince. C'est l'équipe Tommy Rogers, Bobby Fulton, mais j'ai perdu leur nom. The Fantastics, voilà, c'est ça. Qui reprend le même style, le même code vestimentaire et tout, avec la même style in ring, les mêmes gabarits, mais ils n'ont pas le côté badass en fait. Ils n'ont pas le côté si tu mets un coup de chaise, je vais t'en mettre 10 derrière, je saigne, j'en ai rien à foutre, machin. Et eux, ça fait ça, et ils ont une grosse rivalité en 83 à Memphis, qui utilisait beaucoup le côté hardcore, contre The Moondogs, c'est une équipe de brawlers gros gabarits. Et pour vous dire un peu la violence de la rivalité, il y a un moment où Steve Keirn est pendu. Vous savez, il place sa tête entre la deuxième corde et la troisième corde, et il tourne comme ça, il est pendu comme Cactus Jack, la manière dont Cactus Jack a perdu son oreille, Mick Foley. Bret Hart fera ça contre Isaac Yankem par exemple. C'est un move qu'on voit pas beaucoup, parce que c'est vraiment très très dangereux, parce que les cordes appuient sur les artères de chaque côté du cou, et tu peux perdre conscience très facilement. Pour ceux qui connaissent les techniques de Jiu-Jitsu, les techniques d'étranglement de Jiu-Jitsu sont souvent des techniques qui visent à couper une ou deux artères qui nourrit le sang au cerveau. Et donc tu peux tomber dans les pommes, donc c'est hyper dangereux. Et Steve Keirn le fait dans un match où il se fait frapper par-dessus, il y a une grosse dramatique, c'est extraordinaire. C'est un false count anywhere entre les deux, ou un street fight. Attendez, je retourne voir dans ma liste, c'est un stretcher match. Bon, voilà, j'étais pas du tout dans le truc. Un stretcher match entre les deux équipes est hallucinant à regarder. On a l'impression d'être la ECW dans les années 90, on est dans les territoires NWA, dans la première moitié des années 80, c'est hallucinant. Et c'est hyper bien. Le selling est bon là-dedans et tout. La Fabulous One, c'est vraiment une super équipe. Ils n'ont pas fini d'avoir des bons matchs. Je vous en reparlerai. Mais il y a un autre truc hyper important en 83 à Memphis, c'est la folie à Memphis. C'est tout à la fin de l'année, c'est surtout pour l'année 84, mais ça commence à la fin de l'année. C'est un angle invasion. Le premier angle invasion à proprement parler de l'histoire du catch US, je pense. L'invasion de la ICW avec les lutteurs donc de la famille Poffo. Puisque la ICW, c'était une promotion dissidente, elle n'était pas affiliée à la NWA et elle avait des shows dans la même zone que le territoire de Memphis, dont la star était Randy Savage. Randy Savage arrive à Memphis en tant que lutteur dissident. Alors là où c'est énorme ça, c'est que je me suis renseigné, j'ai regardé pas mal de shoot interviews de lutteurs, de Jerry Lawler, de Bill Dundee, de Jerry Jarrett, des gars locaux de l'époque de Memphis. Et il faut savoir que la rivalité était legit. C'est-à-dire que Randy Savage a par exemple menacé avec un pistolet, quand même, le mec est complètement taré, Bill Dundee, puisqu'ils allaient s'entraîner quand même, ils faisaient de la muscu, dans le même gym, et à un moment donné, il y a eu une altercation et tout ça, il y a eu des plaintes à la police, enfin ça allait très loin. Et quand la ICW a fait banqueroute, Jerry Jarrett a quand même eu l'intelligence, l'élégance, je trouve qu'il est trop bien ce mec-là, j'adore Jerry Jarrett, de proposer aux lutteurs de la famille Poffo un contrat. Après, Randy Savage a demandé à ce qu'il signe aussi Angelo Poffo, donc son père. Jerry Jarrett va accepter, donc on va se retrouver avec Angelo Poffo, le promoteur de la ICW, et ses deux fils, donc Randy Savage et Lanny Poffo, une rivalité, donc interpromotion, qui va donner beaucoup de hits. Malheureusement, ça n'a pas donné beaucoup de très bons matchs, parce que Randy Savage et Lanny Poffo ne savent pas vendre, ils n'ont pas ce skills-là encore d'entertainer d'un point de vue public, de captiver le public
au niveau selling. Alors Savage, bon. Savage par contre il captive le public autrement, hein. C'est hallucinant, il déborde de charisme, il va prendre, alors ça c'est en 84, mais il va prendre des appareils photos des fans dans le public pour faire des photos dans le ring, il fait des trucs comme ça, mais il est complètement taré, il prend le micro dans le ring pendant le match, hein. Je veux dire, il est complètement dingue. Et là il se régale parce qu'il est détesté, les gens lui balancent des ordures, il en a rien à foutre. C'est à voir, mais les matchs sont pas bons, mais c'est incroyable au niveau hit, et c'est un angle invasion, un des premiers, donc c'est vraiment mémorable. Et Memphis, c'est toujours aussi génial d'un point de vue hit, en fait. C'est le territoire où, au niveau de l'ambiance avec le public et tout, c'est un des territoires les plus fous, avec celui dont je vous parlais maintenant, où on part en orbite complet. Déjà, vous remarquez que tous les territoires où je passe, je vous dis c'est génial. Et c'est vrai que c'est génial. L'année 83, ça commence à être vraiment une tuerie. Mais les années suivantes seront encore mieux, hein, vous verrez. Je passe, puisque j'ai pas envie que ma vidéo dure trop longtemps non plus. Mais voilà, j'ai indiqué un peu, donc vous pouvez retrouver dans ma liste des matchs, les meilleurs matchs à voir, quelques matchs du territoire de Memphis en dessous, dont donc le Jerry Lawler, Bill Dundee et le stretcher match entre les Moondogs et Fabulous Ones. Mais je passe au territoire de la World Class Championship Wrestling, qui est le territoire en feu de l'année 83. C'est là-bas que ça se passe, hein. Clairement, si vous deviez voir qu'un territoire, c'est lui. C'est le territoire de l'année. Si je devais choisir un territoire pour l'année 83 qui est à voir absolument, c'est lui. Puisque, je vous en avais parlé pour l'année 82, à la fin de l'année 82 se déclenche la rivalité entre les Fabulous Freebirds et la famille Van Erich. C'est probablement la rivalité la plus cultissime des territoires des années 80. Enfin, territoriale des années 80. C'est-à-dire pas d'un point de vue tous les États-Unis, mais juste local, donc dans la région de Dallas, au Texas. Donc les Van Erich, ce sont les fils du promoteur Fritz Van Erich, qui était une star, qui avait été un grand heel et qui était devenu face, tout ça, dans le territoire. Et ses fils sont un peu C'est très particulier les stars, les Van Erich là-bas, parce que non seulement ils sont bookés comme les meilleurs lutteurs, ils sont tout jeunes, c'est des sportifs aguerris chacun dans leur discipline. David Van Erich était un très bon basketteur, il aurait pu jouer en NBA a priori. Kevin Van Erich avait le niveau pour jouer en NFL, en football américain. Et Kerry Van Erich, donc celui qui va faire la plus grande carrière, qui va être champion NWA, tout ça, il a été champion au moins des États-Unis, voire champion du monde junior de lancer de disque. C'est incroyable, hein, je veux dire, voilà. Et c'est des stars, des athlètes incroyables. En plus, ils sont beaux gosses. Faut le dire vite fait, hein, mais ils ont un physique, tout ça. Ils sont complètement adulés par les filles là-bas. Ils ont dû profiter à mort, hein, les mecs. Enfin, j'avais vu la shoot interview de Kevin Van Erich qui est d'une tristesse incroyable, mais qui est en même temps fascinante. Le mec, on sent qu'il est... Il y a un moment donné où clairement, je pense qu'il prend de la cocaïne pendant la shoot interview. C'est hallucinant à voir. Mais c'est hyper touchant en même temps. Tu sens que le mec a été détruit par les tragédies de sa famille. Il a quand même plusieurs de ses frères qui se sont suicidés ou qui sont morts, etc. Enfin voilà. Et là, c'est l'année où les trois frères les plus talentueux, donc Kevin, Kerry et David, chacun dans leur style, je vais en parler, sont au top, avec une énorme rivalité contre les Freebirds, qui sont des heels absolument monstrueux, puisqu'ils ont trahi les Van Erich, ils ont privé un membre de la famille du titre NWA, donc majeur, et ensuite ils vont commencer à jouer les gens qui viennent d'un autre état, donc la Géorgie. Ils viennent avec le drapeau de la Géorgie, etc. Ils rentrent avec I've Got Georgia on My Mind au Texas, hyper chauvin et tout. Ça fait une hit hallucinante. Il y a un six-man tag qui est à voir dans un stade où c'est peut-être le match avec l'ambiance la plus hallucinante que j'ai vue de ma vie, toute promotion confondue. En tout cas, c'est top 3. Hein. Comme ça, je sais pas, il y a sûrement des arrivées de Steve Austin pour la TGA qui sont comparables. Il y a peut-être Hogan à la IWA, je vais en parler après, qui est comparable, mais je sais pas si j'ai jamais vu une hit comme ça sur des heels et une pop comme ça sur des faces. Et le match, c'est pas si génial que ça, mais juste l'ambiance fait le match. Hein, il est dans mon top 10, il doit être 9, 8e par là. C'est génial, c'est un six-man tag. Mais à côté de ça, tu as plein de matchs 2 contre 2 avec des combinaisons différentes, des 1 contre 1, etc. C'est super. Toute l'année. Ça va continuer comme ça en 84 et 85 un petit peu moins. Mais c'est exceptionnel. Parce que les Freebirds vont finir par faire un face turn après. Donc bon, voilà. Alors juste pour les Van Erich, parce que si vous ne les connaissez pas, c'est un peu opaque. L'aîné, c'est Kevin Van Erich. Donc lui, il a un physique hyper propre, on va dire. C'est le high flyer, il est pieds nus. Voilà, il est en slip pieds nus, donc ça fait un peu bizarre hein, au début. Il est ultra stiff et il vend jamais. Hein, en gros, lui, quand il est dominé, ça dure 1 minute, il revient. C'est tout le temps accroché, ça se stiffe la gueule, il veut pas rester au sol. C'est un peu son style.
David Van Eyck, c'est le plus grand, c'est le plus expérimenté. C'est pas le plus vieux de la famille, mais c'est le plus expérimenté. Il a été faire une pige en Floride. Il a pu être heel là-bas, il a fait heel face, etc. Je pense que c'est le meilleur worker d'un point de vue intelligence in ring. Il est plus, il a un physique plus naturel, il n'est pas bodybuildé. Et clairement, c'était celui qui était promis au titre NWA parce que star au Texas, mais il pouvait jouer le heel dans les autres territoires. Et je pense que c'est lui qui aurait eu le titre. Il va mourir en 84 d'une overdose de médicaments, on ne sait pas exactement, en crise cardiaque au Japon. Le début de la tragédie des Van Eyck. Et enfin, le troisième, c'est Kerry Van Eyck, qui est celui qui a le plus le star power, c'est le plus gros physique, mais qui va avoir aussi lui aussi une tragédie, puisqu'il va avoir un accident de moto en 86 qui va lui casser complètement le pied, je sais plus, le pied gauche. Il va être amputé d'une partie de son pied, et ensuite il va être blindé d'antidouleur pour continuer sa carrière. Il va finir par faire une overdose, et non, il va se suicider par contre, pardon, en 91, je crois. Donc voilà, bon bref. Mais lui, il avait un star power, c'était peut-être le plus aimé, le plus populaire. Et c'est lui d'ailleurs qui a failli gagner le titre NWA et qui a été trahi par les Freebirds, mais ça je vous en parle dans les 82. Et puis donc du côté des Freebirds, on a donc Michael Hayes qui est celui qui parle mais qui n'était pas très bon in ring mais qui est excellent au micro. Terry Gordy, le worker, le meilleur worker, big man, excellent. Et Buddy Roberts, qui est moins connu, et qui a une idée assez excellente en 83. Il va mettre un casque un peu de lutte amateur ou de boxe amateur, vous savez, le genre de casque, un headgear, comme ça, prétextant un problème au crâne. Et en fait, ça lui permet d'avoir l'immunité contre l'iron claw des Van Eyck. Donc les Van Eyck, qui vous attrapent la tête comme ça et ça appuie sur les tempes. C'est censé être une prise de finition de leur père, Fritz Van Eyck. Bon, j'aime pas trop cette prise-là, surtout quand ils le font à l'abdomen. Encore à la tête, ça peut être cool, mais à l'abdomen, je trouve ça particulièrement ridicule. Et donc lui, il se protège de ça avec son casque. Et parfois, il met une plaque en métal dans une partie du casque et il met des coups de boule. Et il triche comme ça, et ça lui donne un truc au sein des Freebirds. Et du coup, ça rajoute aussi à l'intérêt de certains matchs. Voilà, et puis pour présenter le territoire qui a plein de matchs super cool, il y a Jimmy Garvin, qui est un très bon worker, qui va arriver là-bas aussi. Il y a Chris Adams, qui est un très bon worker, qui va arriver là-bas aussi. On a des Mexicains, José Lotario, des mecs comme ça qui sont cool. Il y a Iceman King Parson, qui est un bon lutteur noir-américain, qui est assez cool aussi. Tout le monde a un thème d'entrée, avec des musiques connues de l'époque. Donc je vous disais Georgia on My Mind de Ray Charles, enfin la version de Ray Charles, donc le thème Freebird de Leonard Skinner, les Van Eyck qui rentrent avec ZZ Top ou Rush, King Parson qui je crois qui rentre avec Michael Jackson, enfin oui, c'est un peu l'ambiance. Et on a 3 titres aussi. On a le titre champion américain, qui est le titre majeur du territoire, champion Texas, qui est le titre un peu intercontinental, et champion TV, qui est le titre mid-card, qui est très intéressant, champion TV, puisque l'idée du titre champion TV, c'est que tu as un créneau de 10 minutes toutes les semaines pour un match, et il est défendu toutes les semaines. Donc du coup, tu apparais à la télé, donc c'est super bien pour se faire connaître par la télé, donc c'est assez intéressant comme concept. Et Jimmy Garvin fait un super run avec ce spot-là, où il conserve le titre, souvent avec des time limit draw ou des count-out, etc. Il est très bon. Donc c'est un super territoire, hein, vraiment, et on a énormément de matériel de l'époque. Et le territoire prend une ampleur, un point de vue médiatique, avec le nombre de fans dans les arénas et tout ça, qui est assez étonnant. Donc à connaître absolument tous ces matchs avec les Freebirds et les Van Eyck, qui sont rarement des tueries à 4 étoiles et plus, mais beaucoup de matchs à 3 quarts, 3,5, très très sympa avec l'ambiance. Donc à voir absolument. Je passe avec un autre territoire important, mais dont je ne parlerai pas très longtemps parce qu'on a un peu moins de choses. C'est la AWA, donc American Wrestling Association, l'un de mes territoires préférés des années 80, avec comme star Nick Bockwinkel, managé par Bobby Heenan, donc rien que deux déjà c'est trop bien. Hein, les promos avec les deux c'est juste du bonbon absolu, parce que Bockwinkel il fait très pédant, il utilise des grands mots, il parle de trucs qui n'ont rien à voir, il parle d'épidémies dans d'autres pays, enfin il est très bizarre Bockwinkel, j'adore, hein, moi je trouve qu'il est juste fascinant, et in-ring, peut-être le meilleur lutteur de l'époque, en tout cas l'un des meilleurs, clairement. Et Bobby Heenan le meilleur manager, donc la combinaison des deux c'est du bonbon. Mais la star du territoire en 83, c'était déjà devenu la star en 82, c'était Hulk Hogan, qui est déjà le Hulkamaniacs, hein, il est déjà le Hulk Hogan tel que vous connaissez à WWF. Faut se dire qu'il a passé 1 an et demi, 2 ans en tant que super babyface monstrueux, irrésistible et tout ça à la IWA avant de faire ça à la WWF et de la star que vous connaissez. Il rentre avec The Eye of the Tiger, comme ce sera le cas à la WWF. Film sorti en 82, donc là on est en 83, donc ça y est, hein, l'aura de star de Hulk Hogan, ça fait 1 an qu'elle est là, enfin c'est monstrueux, donc la pop qu'il a,
Il y a un match en équipe où il est avec les High Flyers contre, je sais plus qui il y a Ken Patera, Crusher Blackwell, je crois. Je sais plus qui sont les lutteurs, ses adversaires. Vous entendez la pop de tout le monde et vous entendez la pop de Hogan, c'est juste incomparable. C'est pareil que ce que j'ai dit pour les Von Erich et les Freebirds. J'ai jamais vu des pop comme ça en fait. C'est hallucinant. La foule est en délire total avec The Eye of the Tiger. Hogan qui rentre avec cette énergie, parce que lui, c'est pas qu'il est charismatique, c'est qu'il dégage une énergie qui est hallucinante en fait. Ça change tout quand il est là. C'est incroyable à regarder. Alors les matchs sont pas super, notamment contre Bockwinkel où à chaque fois Bockwinkel conserve alors qu'il est nul. Bon bref, c'est un peu décevant. Il faut savoir que j'ai entendu donc dans la shoot interview de Greg Gagné, le fils de Vin Gagné, qui était promoteur et booker à l'époque, que l'idée était de mettre le titre sur Hogan plus tard, mais qu'il voulait battre le fer avec Hogan, sauf que ils n'ont pas donné la promesse à Hogan, ce qui fait qu'Hogan s'est barré pour prendre un titre de champion du monde ailleurs, à savoir à WWF. Donc ça c'est un peu dommage pour eux, et ils voulaient organiser un Hogan Andre the Giant à la AWA apparemment, avant que Hogan parte. Donc c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si Hogan était resté à la AWA. Je pense que la guerre entre les territoires aurait duré un peu plus longtemps comme ça. A noter qu'à l'époque, on a aussi Rick Martel qui monte, qui commence à avoir des matchs pour le titre contre Nick Bockwinkel, le champion toute l'année, et qui commence à être une petite star un peu dans un style opposé à Hogan, beaucoup moins entertainment, beaucoup plus in-ring. Et puis je voulais parler aussi d'une rivalité entre le clan de Sheik Adnan Al-Kaisi, bon, voilà, donc c'est le futur général Adnan à la WWF, qui a dans son clan Ken Patera et Crusher Blackwell, donc deux très bons lutteurs big man, et qui ont une rivalité avec Vern Gagné, donc le promoteur qui est censé être à la retraite mais qui refait quelques matchs de temps en temps. Les High Flyers, donc Greg Gagné et Jim Brunzell, la meilleure équipe à mon sens de tous les États-Unis à l'époque, c'est assez cool. Et aussi Mad Dog Vachon, donc le Québécois, Maurice Vachon, qui est en fin de vie, un petit peu physiquement, mais qui a ce talent de selling, de mec qui est en galère mais qui revient un peu genre je décide de faire fi de la douleur qui est extraordinaire. Il y a des matchs assez fous à regarder au niveau hit avec ça aussi. Notamment, il me semble, un steel cage match entre Crusher Blackwell et Adnan contre Vern Gagné et Mad Dog Vachon qui est assez cool. Donc je vous invite à aller voir un peu de AWS. C'est assez proche dans le profil et dans le produit de ce que fait la WF. Voilà. Assez bon entertainment, grosse ambiance avec des bons lutteurs dans des styles différents. Le côté entertainment, le côté gimmick match, le côté pure lutte. On a un peu tout avec des gros heels, des gros face. Enfin voilà. C'est très bon. Et du côté promo, on a Bobby Heenan. Donc de toute façon, on est bien. Je passe à le territoire suivant. Je passe à Mid-South. Alors là, je vais aller plus vite sur les derniers territoires. On n'a pas énormément d'images de Mid-South. Mais on en a un peu plus, notamment grâce à la banque d'images de Houston. Je vous en ai parlé dans les autres vidéos. Là-bas, la foule, elle est en feu. Hein. Mais tout le temps. Eux, c'est pas juste pour une storyline ou quoi. Ils sont en feu tout le temps. C'est des fous. Ils sont en feu pour Jim Duggan, qui est leur méga star. Et ils sont en feu pour les Rock'n'Roll Express, qui commencent à prendre toute une dimension. C'est booké là-bas par Bill Watts, qui est un jeune promoteur qui vient de prendre le territoire et qui commence à en faire un truc exceptionnel avec une vision de catch qui, à l'époque, était très moderne et très pertinente, j'ai envie de dire, et très bonne. Les autres gros noms, c'est Ted DiBiase, qui est un gros heel, et Butch Reed aussi, qui est exceptionnel. J'ai adoré Butch Reed dans cette période-là. Butch Reed, c'est une de mes grandes révélations de ces visionnages. Il est énorme dans tous les sens du terme. Hein. Physiquement, le physique, j'ai jamais vu un mec avec des bras aussi énormes, mais tout en étant athlétique et mobile, c'est hallucinant. Hein. Il est incroyable. Il y a les débuts là-bas de Steve Williams. Alors lui, au début de sa carrière, c'est un cube. C'est un cube. Hein. Voilà. Il va s'affiner un peu physiquement et devenir un peu plus genre powerhouse, mais il est très bon. Il y a pas mal de bons petits matchs, notamment à Houston, un match entre Butch Reed et Jim Duggan, qui est le meilleur match de l'année, mais aussi entre Mr. Olympia et Chavo Guerrero Senior, puisque ça, le territoire de Houston combinait les combattants de la Mid-South et de la Southwest, donc le territoire de San Antonio, avec des bons matchs, un peu des gros matchs, des grosses rivalités de ces deux territoires. Donc on n'a pas énormément d'images, donc j'ai pas trop les promos, les segments, les trucs du territoire, mais j'ai quelques gros matchs et j'ai donc trouvé ça très bien. Mid-South, ça va devenir l'un des territoires les plus intéressants, les plus qualitatifs à partir de 84 et surtout 85. Là, ce que je suis en train de regarder, c'est le meilleur territoire pour ce que je suis en train de regarder en 85. Donc je vous en parlerai beaucoup plus après, donc je passe un petit peu là. Mais là, on a déjà des choses intéressantes. Déjà, Jim Duggan, Ted DiBiase en rivalité aussi. Et Jim Duggan, Butch Reed, un petit peu dans le style affrontement d'anciens footballeurs américains. Et puis pour aller vite, pour finir, pour la Floride, on a l'émergence, c'est Barry Windham, donc qui grandit là-bas. Il a même un match pour le titre NWA de Ric Flair
au début de l'année. Son style est très inspiré du style de son père, mais surtout, je trouve très copié-collé de Bobby Duncum, un des meilleurs lutteurs de l'époque, un big man, un peu comme ça. Et Barry Windham, il est exceptionnel. Il est beau gosse, très aimé du public, très bon in-ring dans tous les styles, que ce soit grappling, brawling, athlétique. Il est trop bon. En promo, il est très à l'aise, très naturel, très sûr de lui, tranquille. Il fait pas un truc de fou et ça passe et ça marche super bien. On n'a pas beaucoup d'images de Floride. J'aurais vraiment aimé avoir plus d'images de Barry Windham. Mais si, comme moi, vous aimez Barry Windham, eh bien, il y a déjà des bonnes choses à voir de lui là-bas. Et puis, petit nuggets, il y a un bon match, pas très connu, dans le territoire de San Antonio, donc le Southwest Championship Wrestling, entre Terry Funk et Bob Orton Jr. dans le cadre d'un tournoi. Donc, si vous voulez voir un bon match de ces deux gars-là de l'époque, aux États-Unis, pour Terry Funk, c'est plus rare, c'est souvent au Japon, il y a ce match-là à connaître. Je me garde les quelques dernières minutes pour vous faire un peu les awards que je peux dire sur l'année. D'abord, le match de l'année, je vous en ai parlé, c'est le cage match par équipe entre Sergeant Slaughter et Don Carnodle contre Ricky Steamboat et Jay Youngblood. Absolument génial, épique au possible. Mais les autres bons matchs, je recommande en particulier Chavo Guerrero contre Olympia à Houston, pas dur à trouver. Et Butch Reed contre Jim Duggan, pareil à Houston, dans des styles complètement différents. Chavo Olympia, c'est une espèce de mélange brawl-lucha. Et Butch Reed, Jim Duggan, c'est un gros brawl de big man, mais très bon au niveau selling, avec un Butch Reed qui était un peu un heel courageux, dominant, qui est très cool. Sinon, vous pouvez voir aussi évidemment les deux matchs de Starrcade, dont je vous ai déjà parlé, et bien sûr le Jerry Lawler, Bill Dundee, et aussi un petit Harley Race, Kevin Van Erich à la World Class pour voir aussi les Van Erich en pleine bourre, et un bon match de Harley Race, qui n'est pas toujours très bon. Harley Race il est un peu irrégulier, mais quand ça clique, c'est cool. Le territoire de l'année en ce qui me concerne, si on avait eu plus d'images, ça aurait certainement été Mid-Atlantique, mais dans l'état, par rapport à ce qu'on a et par rapport à ce que j'ai vu, je dirais la World Class Championship Wrestling, grâce à la rivalité entre les Van Erich et les Freebirds, qui était la rivalité de l'année de toute façon. L'équipe de l'année, je vais pencher pour les Fabulous Ones ou les Freebirds. C'est un peu dur à dire. On n'oublie pas Steamboat et Youngblood qui ont la bonne rivalité avec Steamboat et Youngblood qui ont la bonne rivalité avec Slaughter et Carnodle, mais aussi avec les Briscoes. Ça, c'est les meilleures équipes de l'année. Les Highflyers sont très bons, mais ils n'ont pas eu de top match cette année-là. Et enfin, lutteur de l'année, j'ai envisagé Sergeant Slaughter, mais en dehors du super match en cage, il n'a pas d'autres top match comme ça. J'ai envisagé Ric Flair, bien entendu, mais là aussi, il n'a pas énormément de top match, mais il est très bon. J'ai envisagé Bockwinkel, il est toujours très bon, mais il n'a pas énormément de top match. Donc je vais choisir Buddy Rose comme lutteur de l'année en 83, parce que en ayant peut-être un contexte Portland et des adversaires un peu moindres, il a eu plein de super matchs à 3,5, 3 quarts, donc toujours très bon avec le face turn, il a beaucoup de choses qui se passent sur lui. Il faut aussi envisager ce qu'il a produit par rapport au territoire où il l'a produit. Et à l'échelle du territoire, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Donc, pour moi, le lutteur de l'année, je vais élire Buddy Rose. Mais il y a plein de mecs qui sont super bons et ça a été une super année à creuser. Donc, j'ai essayé de pas trop détailler pour que ça reste un petit peu captivant pour les gens qui ne connaissent pas. Je me rends bien compte que c'est pas avec ces vidéos-là que je vais me faire un max d'abonnés. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, allez voir les autres vidéos si ce n'est pas le cas. Abonnez-vous, suivez et surtout commentez. Allez voir tout ça. Et surtout, dites-moi, soit sur Discord, je vous mets le lien pour me retrouver sur Discord si vous voulez discuter de ça plus en détail sous forme de chat forum. Ou juste vite fait un commentaire, ça sera déjà super. Et puis je vous retrouve très bientôt pour soit l'année 84 dans les territoires WA, soit l'année 87 WCW, soit d'autres choses, je ne sais pas. Et puis vraiment j'attends avec impatience vos commentaires. Et petite promo, je me suis qualifié pour une finale tout récemment chez Tonton Norbert sur la chaîne Twitch. Donc retrouvez-moi très bientôt là-bas pour affronter le vainqueur du match entre Red Show et Sebum. Et puis portez-vous bien. Bye.